Il n'y a pas de civilisation sans folie. Cette part d'ombre, ou si vous préférez d'illumination, elle accompagne l'homme partout. Partout où il pose des limites, partout où il établit des institutions, partout où il fixe des lois, chaque fois sans doute aussi qu'il parle. Seulement voilà, il y a des civilisations où la folie est proche parente de la religion, d'autres où elle s'apparente au contraire à la magie ou encore à la médecine. J'ai l'impression que dans la nôtre, et ceci depuis le fond du Moyen-Âge, elle s'apparente plutôt à la fête. Témoin ce texte de Rabelais que vous avez entendu tout à l'heure et qui est comme une espèce de fête verbale de la folie ou de fête du langage en folie. Comme si, dans la folie, notre culture cherchait une vacance, un envers d'elle-même qui soit pour elle comme un miroir, un moment absolu où le temps s'interrompt, fait cercle pour un rituel et inaugure entre les hommes des formes de communication que leur langage de tous les jours ne leur permet sans doute pas. La fête, au fond, c'est la merveilleuse liberté d'être, comme on dit, en folie, et de trouver au cœur de cet aveuglement l'illumination de tout un monde qui, lui, est en fête. Peut-être, et c'est là au fond mon avis, la fête des fous n'a-t-elle ni temps ni lieu, et Quincy ne la trouvera pas, même au fond des rues de Londres. La fête des fous, c'est peut-être un mythe fondamental dans notre société, et plus encore un mythe fondamental dans notre langage. Un rêve dort sous nos paroles, rêve d'un abus de langage, qui, traversant le réel de part en part et le retournant souverainement, transgresse toute vérité et nous ouvre enfin un monde ivre, où tournoient dans nos mains, dans nos yeux, le jour et la nuit, le soleil et l'ombre, l'apparence et l'illusion, la fête des fous. Eh bien, ça serait le rêve sans usage d'une parole qui serait abusive et par droit d'origine. C'est pourquoi, dans notre culture, toute parole sérieuse, toute parole fondamentale, toute parole qui veut ressaisir la totalité de ses droits jusqu'au plus archaïque et jusqu'au plus divin, incline vers le langage en folie, comme vers sa vérité la plus matinale, la plus déchaînée, la plus proche de son secret. La fête des fous, eh bien, l'acte littéraire en a maintenant repris pour nous les fonctions essentielles. Presque partout, c'est la folie qui aplanit le chemin de l'idée nouvelle, qui rompt le banc d'une coutume, d'une superstition vénérée. Comprenez-vous pourquoi il fallut l'assistance de la folie, de quelque chose qui fut aussi terrifiant et aussi incalculable dans la voix et dans l'attitude que les caprices démoniaques de la tempête et de la mer, et par conséquent de quelque chose qui fut au même titre digne de la crainte et du respect, de quelque chose qui porta, autant que les convulsions et l'écume de l'épileptique, le signe visible d'une manifestation absolument involontaire, de quelque chose qui parut imprimer à l'aliéné le sceau de quelque divinité dont il semblait être le masque et le porte-parole, de quelque chose qui inspira même aux promoteurs d'une idée nouvelle la vénération et la crainte de lui-même, et non plus des remords, et qui le poussa à être le prophète et le martyr de cette idée. Tandis que de nos jours, on nous donne sans cesse à entendre que le génie possède, au lieu d'un grain de bon sens, un grain de folie, les hommes d'autrefois étaient bien plus près de l'idée que, là où il y a de la folie, il y a aussi un grain de génie et de sagesse, quelque chose de divin, comme on se murmurait à l'oreille. Ou plutôt, on s'exprimait plus nettement. Par la folie, les plus grands bienfaits ont été répandus sur la Grèce, disait Platon, avec toute l'humanité antique. Avançons encore d'un pas. À tous ces hommes supérieurs poussés irrésistiblement à briser le joug d'une moralité quelconque et à proclamer des lois nouvelles, il ne resta pas autre chose à faire, lorsqu'ils n'étaient pas véritablement fous,
que de le devenir ou de simuler la folie. Comment se rend-on fou lorsqu'on ne l'est pas et lorsqu'on n'a pas le courage de faire semblant de l'être? Presque tous les hommes éminents de l'ancienne civilisation se sont livrés à cet épouvantable raisonnement. Une doctrine secrète, faite d'artifices et d'indications diététiques, s'est conservée à ce sujet, en même temps que le sentiment de l'innocence et même de la sainteté d'une telle intention et d'un tel rêve. Les formules pour devenir médecin chez les Indiens, saint chez les chrétiens du Moyen-Âge, Angekok chez les Groenlandais, page chez les Brésiliens, sont dans leur ligne générale les mêmes. Le jeûne, à outrance, la continuelle abstinence sexuelle, la retraite dans le désert ou sur une montagne ou encore en haut d'une colonne ou bien aussi le séjour dans un vieux saule au bord d'un lac et l'ordonnance de ne pas penser à autre chose qu'à ce qui peut amener le ravissement et le désordre de l'esprit. Qui donc oserait jeter un regard dans l'enfer des angoisses morales les plus amères et les plus inutiles, où se sont probablement consumés les hommes les plus féconds de toutes les époques? Qui osera écouter les soupirs des solitaires et des égarés? Hélas, accordez-moi donc la folie, puissance divine, la folie pour que je finisse enfin par croire en moi-même. Donnez-moi des délires et des convulsions, des heures de clarté et d'obscurité soudaine. Effrayez-moi avec des frissons et des ardeurs que jamais mortel n'éprouva. Entourez-moi de fracas et de fantômes. Laissez-moi hurler et gémir et ramper comme une bête, pourvu que j'obtienne la foi en moi-même. Le doute me dévore. J'ai tué la loi, et j'ai pour la loi l'horreur des vivants pour un cadavre. À moins d'être au-dessus de la loi, je suis le plus réprouvé d'entre les réprouvés. L'esprit nouveau qui est en moi, d'où me vient-il, s'il ne vient pas de vous? Prouvez-moi donc que je vous appartiens. Nietzsche a été malade, et c'est cette maladie qui, en 1875, lui a fait abandonner l'enseignement. Il savait peut-être qu'il mourrait dément comme son père, d'un ramollissement du cerveau. Le cas est, je crois, médicalement assez banal, mais enfin, il s'agit là d'un penseur, d'un philosophe, et il y a peut-être un objet de scandale qu'on ne trouve pas lorsqu'il s'agit d'artistes, de musiciens ou de poètes. Qu'en pensez-vous, Michel Foucault? Il me semble en effet que le thème du philosophe fou a un pouvoir de scandale infiniment plus fort, plus explosif que le thème du poète fou. Après tout, le thème du poète fou, c'est un thème qui nous est rendu maintenant familier. C'est la vieille idée grecque du délire inspiré par les dieux aveuglent le poète et parlent par sa bouche démente. L'idée également contemporaine qu'entre la vision poétique du monde et la vision schizophrénique de l'univers, il y a une parenté parfois secrète, parfois explicite. Le philosophe fou, lui, est un personnage autrement scandaleux. Pour quelle raison? Eh bien, peut-être parce que le philosophe, par définition, doit être raisonnable, bien sûr, mais surtout parce qu'il doit pouvoir rendre compte lui-même, à l'intérieur de son propre langage, de tout ce qu'il dit et de la manière même dont il le dit. Il ne peut pas y avoir une hétéronomie du philosophe. Le discours philosophique doit pouvoir être entièrement transparent à lui-même. De telle sorte que, pour nous, l'idée d'un philosophe fou est une idée à peu près contradictoire avec elle-même. Ce qui fait que, devant les deux grands cas de philosophes fous que nous connaissons, que nous avons connus au XIXe siècle, eh bien, on éprouve un sentiment de gêne profonde. Avec Auguste Comte, on est gêné sur le mode, en quelque sorte, de la pudeur.
Parce qu'après tout, eh bien, Auguste Comte, c'est le philosophe de la raison positive, ce qui fait qu'on n'aime pas beaucoup dire que Comte est mort fou, et on n'ose même pas beaucoup étudier la folie de Comte. Or, apprendre les choses à la rigueur, la folie de Comte, on peut parfaitement la définir cliniquement, c'est un délire paranoïaque. Or, ceci de particulier, d'abord ce délire qui commence très tôt, qui font en quelque sorte partie du caractère et de la pensée de l'individu dès sa jeunesse, quelquefois même dès son enfance. Et puis le délire paranoïaque est un délire hautement discursif, hautement de telle sorte qu'on peut être sûr que la philosophie de Comte, la folie de jeunesse, ont été entrelacées très tôt, et peut-être même le cours de philosophie positive, de telle sorte qu'on pourrait bien se faire que de la raison scientifique. Notre culture accepte beaucoup mieux l'idée que Nietzsche était un fou, parce qu'après tout, Nietzsche, c'est le philosophe de la fin de la philosophie, et non pas de la fin de la métaphysique, comme pour Comte. Qui fait éclater... Et qui fait éclater la pensée occidentale dans toutes ses dimensions. Et dans cette mesure-là, que cet éclatement de la pensée soit lié à une expérience de la folie, cela, au fond, nous l'acceptons beaucoup mieux, et le scandale est en quelque sorte déplacé. Nous n'éprouvons plus un sentiment de pudeur et de gêne, nous sommes devant le problème même de la raison occidentale. Je crois qu'en ce qui concerne alors Nietzsche, nous pourrions parler d'un jeu de la santé et de la maladie que nous trouvons tout de même dans son œuvre exprimée toujours sous la forme d'ailleurs d'aphorismes et de signes. Oui, en effet, le rapport de Nietzsche à la folie est un rapport beaucoup plus explicite, beaucoup plus constant, beaucoup plus intérieur en quelque sorte à l'œuvre que dans le cas d'Auguste Comte, qui, on peut le dire, a ignoré jusqu'au dernier jour sa propre folie. Mais il me semble que le rapport de Nietzsche à la folie est un rapport multiple. Enfin, il y a des folies chez Nietzsche, et c'est peut-être de ce rapport à ces différentes folies, à ces différents visages, sous le masque desquels la folie a été éprouvée par lui, c'est peut-être ce rapport multiple dont il faudrait parler maintenant. Certes. Et sous quelle forme première voyez-vous se manifester cette folie chez lui? Eh bien, si vous voulez, on pourrait parler de ce qui a été empiriquement la folie médicale de Nietzsche. Il s'agit d'une folie sur le diagnostic de laquelle maintenant il n'y a plus beaucoup d'hésitation à avoir. On a eu des hésitations pendant un certain temps, pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, parce que la famille a voulu masquer dans toute la mesure du possible la nature de cette maladie. La sœur de Nietzsche, qui était une sœur abusive, a voulu faire croire que c'était les ennuis d'amour avec Lou Andrea Salomé. Elle a voulu faire croire également qu'il s'agissait d'une intoxication aux narcotiques. Or, tout ceci est faux. Même, et surtout peut-être alors, ceux qui se sont intéressés de l'intérieur à la pensée de Nietzsche, ou ceux qui ont voulu défendre la mémoire de Nietzsche contre la confiscation de son œuvre et de sa vie par sa sœur, même ceux-là ont souvent masqué la véritable maladie de Nietzsche, dans un souci qui était louable, certes. Nietzsche avait très vraisemblablement, certainement, contracté la syphilis dans sa jeunesse, et il est mort de paralysie générale, et il a présenté, au cours de sa maturité, tous les signes traditionnels de la paralysie générale. Et il faut bien dire que la conscience de maladie de Nietzsche a été très vive. Il n'a pas eu d'abord conscience de sa folie, il a eu conscience de ses insupportables migraines, il a eu conscience de toute une série de signes physiologiques qui étaient certains et qui l'ont littéralement torturé. Et ce que Nietzsche a d'abord éprouvé, ça a été cette maladie dans cette extériorité physiologique, à laquelle d'ailleurs il a prêté un sens très précis. Il a montré, et c'est d'ailleurs fort intéressant, il a montré que c'est à partir de son affaiblissement physique qu'il a pu arriver à prendre sur toute la culture et la société qui l'entourait ce point de vue si altier, si hautain, qui était le sien. Parce que, curieusement, il faisait de la maladie physique, des souffrances de la maladie, une sorte de ferment spirituel, de ferment intellectuel, qui surprend un peu quand on songe à la manière, par exemple, dont il a montré la naissance des sociétés démocratiques. Ce sont les faibles qui, contre les forts, ont instauré l'État démocratique.
ce sont les malades, c'est Socrate qui était laid, c'est Socrate peu apte aux exercices de la guerre, c'est ce Socrate ventru qui a inventé contre l'aristocratie athénienne et grecque les formes actuelles de la société et de la pensée. Or, curieusement, Nietzsche dit « c'est grâce à ma maladie que j'ai pu dénoncer ce qui, dans notre société, remonte précisément à ce même Socrate. » Comme si la maladie de Nietzsche venait dénouer ce que la maladie de l'esclave, la faiblesse de l'esclave, avait noué il y a plusieurs millénaires. Considéreriez-vous pas cela comme une espèce de phénomène de compensation dont d'ailleurs il est absolument conscient dans les dernières lettres quand il dit que sa vie a été extrêmement calme, modérée et qu'il n'a fait que vivre en effet en retrait de la société. Il y a deux attitudes là, en effet, celle que vous venez de dire, et cette résistance qui se manifeste chez lui par cette parole que je trouve si belle et d'esprit stoïcien, mais ce ne serait pas la première fois que la pensée de Nietzsche se rencontrerait avec celle des stoïciens. L'homme qui souffre n'a encore aucun droit au pessimisme. Bien sûr, mais il a droit au soupçon. Et Nietzsche disait que ce qu'il devait à sa maladie, c'était précisément la découverte du grand soupçon. Et tout comme les esclaves avaient autrefois soupçonné les maîtres et les forts de ne servir que leurs intérêts particuliers, mauvais soupçon, soupçon qui a fait naître toute la philosophie et toute la culture occidentale, voilà que la maladie de Nietzsche fait naître un soupçon, en quelque sorte un soupçon au carré. Oui, sur la nature même de la faiblesse. Sur la nature même de la faiblesse et de ce soupçon. Et la force. Oui, et sur la nature de ce soupçon qui a fait naître toute notre culture. Dans quelle mesure pourrait-on dire de Nietzsche qu'en raison de sa folie, c'est un poète masqué? Eh bien, je crois que Nietzsche a toujours vu précisément dans la folie quelque chose comme un masque. Et c'est peut-être pourquoi il n'a jamais craint très profondément, très sérieusement, de devenir fou au sens médical du terme. Il y a un texte dans lequel il explique que la folie a été importante dans le monde grec parce que c'était une manière pour les hommes d'affirmer leur propre innocence, et ceci aux dépens des dieux. La faute que les hommes commettaient, cette faute, elle n'était pas due à une culpabilité qui n'appartiendrait qu'aux hommes. En fait, si les hommes commettaient une faute, si Ajax, par exemple, commettait la faute par excellence, eh bien, c'est que les dieux l'avaient rendu fou. Et la folie est une sorte de masque par lequel les hommes se retournent vers les dieux, regardent les dieux et accusent les dieux. Et c'est à travers ce porte-voix de la folie que la faute des hommes est transportée de l'humanité au monde de la divinité. Ou plus exactement, c'est grâce à la folie que l'homme s'éprouve comme n'étant pas coupable de ses propres fautes. Il me semble également que chez Nietzsche, il y a une autre façon d'éprouver la folie comme masque, c'est l'idée que ceux d'entre les hommes qui ont quelque chose d'absolument nouveau à apporter au monde et à l'humanité, ces hommes-là sont obligés, pour se faire reconnaître par les autres, sont absolument obligés, pour pouvoir se faire entendre, de porter le masque de la folie. Il y aurait comme un masque salutaire que l'on porterait pour donner à son discours, en quelque sorte, l'innocence et la naïveté de la vérité. Et il me semble d'ailleurs que, pour Nietzsche lui-même, alors dans les tout derniers mois, dans les toutes dernières semaines de sa vie consciente, il me semble que Nietzsche, qui à ce moment-là sentait sourdre en lui la folie, il me semble que Nietzsche a éprouvé cette folie comme un masque, d'une façon d'ailleurs très pathétique, un peu incohérente, contradictoire. Au fond, quand il s'identifiait dans ses dernières lettres, par exemple à Strindberg ou à Overbeck, quand il s'identifiait à Dionysos ou au crucifié, bien sûr, c'était un masque qu'il portait. Il disait en tout cas, dans les lettres qui suivaient immédiatement ces grandes déclarations démentes, il disait que la lettre précédente, il ne fallait pas trop y croire, que c'était simplement un masque qu'il s'était mis sur la figure et que, bien sûr, il ne se prenait pas véritablement pour Dionysos et pour le crucifié. Mais on peut se demander si ces lettres raisonnables n'étaient pas véritablement un masque que Nietzsche voulait imposer à sa propre folie au moment où il la sentait monter en lui, et désespérément
il posait sur lui le masque placide d'une raison qui, à vrai dire, s'écaillait, éclatait aussitôt, puisque dans une volée de lettres expédiées dans les jours qui suivaient, eh bien, Nietzsche recommençait à s'identifier à Dionysos, au crucifié, il signait Kaiser Nietzsche, etc. Et en tout cas, un symbole qui me paraît, sinon très vrai, du moins assez beau, c'est eh bien, ce qui s'est passé le dernier jour de la vie consciente de Nietzsche, puisque le 3 janvier 1889, Nietzsche, dans une rue de Turin, s'est jeté à la tête d'un cheval en pleurant et s'est effondré. Cette scène est simple, elle est connue. Ce qui est tout à fait curieux, ce qui est tout à fait symbolique, me semble-t-il, c'est que son ami Peter Gast a reçu quelques jours après une carte postale qui était datée du 4 janvier 1889. Il est probable que Nietzsche venait précisément de déposer cette carte dans la boîte aux lettres au moment où il s'est effondré dans la rue. Et cette carte postale est étonnante quand on la compare au grand délire qui avait immédiatement précédé la crise. Eh bien, quand on compare la carte postale de Peter Gast à ce délire antérieur à la crise, on est tout à fait étonné, on se trouve devant une sorte d'éblouissante simplicité qui fait penser au dernier poème de Hölderlin, en tout cas cette carte postale qu'il avait envoyée à celui qu'il avait tant aimé, à Peter Gast, qu'il appelait mon maestro Pietro. Elle dit ceci: « Chante-moi une chanson nouvelle, le monde est transfiguré et tous les cieux se réjouissent. »